Ils ont garé le bus devant le but. Pourtant, on a réussi à marquer. Petit éloge du métier insensé de coach. Le podcast de foot qui revient sur la carrière d'entraîneurs légendaires et de leurs matchs mythiques. Bienvenue sur le banc du coach, que vous soyez entraîneur ou pas, plus qu'une leçon de foot, on vous raconte une leçon de vie. Et avant de lancer ce nouveau portrait d'entraîneur mythique, je rappelle Lionel que tu es l'auteur du livre « Ils ont garé le bus devant le but, pourtant on a réussi à marquer », publié chez ESF Sciences Humaines. Bonjour à vous, chères amatrices et chers amateurs de foot. Aujourd'hui, on aborde avec vous la carrière et la personnalité d'un compatriote de Sacchi, un Italien donc, et sans plus attendre, cher Lionel, je te laisse la main. Carlo Ancelotti, les valises prêtes pour les titres. Carlo Ancelotti, c'est à Milan qu'il a réussi son plus long bail, de 2001 à 2009. 8 années où il a tout connu. Un club en crise quand il est arrivé, quand il l'a repris. Un début difficile, il a été critiqué, y compris par le président Berlusconi, qui mettait en cause sa culture un petit peu trop défensive, qui n'était pas très bien vue à Milan. Des grands succès aussi, un titre en 2004, la Coupe d'Italie, une finale de Champions League perdue en 2005 contre Liverpool, des handicaps à gérer complètement inattendus, puisque c'est l'époque dans le calcio des paris truqués. Il a terminé un championnat avec 30 points de pénalité, il en a commencé un autre avec 8 points en moins dès le départ du championnat. Affaire dans laquelle il n'était pas impliqué d'ailleurs, mais qu'il a subi, comme tout l'entourage du club à l'époque. Il avait été un grand joueur de l'AC Milan. Et il avait eu comme entraîneur Arrigo Sacchi. Il avait été capitaine de Milan. Il a fait toute sa carrière à Milan. Donc cette grande période-là, c'est pour ça que je commence par là, c'est vraiment Ancelotti, c'est l'AC Milan, c'est la culture milanaise, c'est 8 belles années quand même, avec des difficultés, avec des ratés, mais avec des titres. D'où son surnom peut-être Carletto et le mystère. Le mystère qui illustre à l'excès ce métier insensé de coach, c'est que en dehors de cette période de 8 années à Milan, pour lui, Carletto, ses valises sont toujours prêtes. Alors, c'est-à-dire ? Après, il ira à Chelsea, où il se fera virer. Il viendra à Paris, au PSG. Il sera démissionnaire. Il en a eu marre des engueulades après les rares défaites qu'il a connues en championnat. Il va à Madrid, il se fera virer. Il va à Munich, il se fera virer. Il ira à Naples, il se fera virer. Et il a atterri à Everton, où il est aujourd'hui. Entre-temps, il y a eu un petit bout d'année sabbatique. En 2015, il a été à Vancouver, au Canada, et il en a profité pour une opération chirurgicale, un petit accident de santé assez sérieux quand même qu'il a pu avoir, de manière à se refaire, se refaire la cerise. Bon, il a été viré, mais à chaque fois, il a gagné des titres. C'est tout le paradoxe d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il illustre ce métier insensé de coach. Viré, mais titré. On pourrait dire que c'est un peu la culture d'Ancelotti. Et c'est vrai que c'est surprenant. Ses échecs, on les connaît, mais on connaît aussi surtout ses titres. 17 titres dans son palmarès. Des trophées et pas des moindres, 3 Champions League dans des clubs différents, dont 2 à Milan. Et surtout, la très 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 prestigieuse décima au Real Madrid, c'est-à-dire la 10e victoire en Coupe des champions d'Europe du Real Madrid, qui a laissé des traces là-bas et qui fait qu'il reste admiré de façon extraordinaire à Madrid, puisque quand il est parti, à la fois les joueurs, à la fois les supporters, à la fois les médias étaient complètement acquis à sa cause. Il a eu des problèmes avec les dirigeants, il est parti, il a quitté Madrid de façon assez triste d'ailleurs, et il dira beaucoup qu'il a souffert de ce départ de Madrid, mais il a gagné la fameuse décima à Madrid, Ancelotti. Alors, comment tu définirais sa carrière ? C'est une carrière folle, celle d'Ancelotti. Quand on y regarde de près, ses valises toujours prêtes à partir, en restant 1 ou 2 ans au maximum là où il a été, en dehors de cette fameuse période, encore une fois, de 8 années à l'AC Milan. Il a été viré de Madrid et il avait avec lui pourtant presque tout le monde. Il avait Zidane comme adjoint d'ailleurs à Madrid, qui a beaucoup appris avec lui. Au Bayern, il a succédé à Guardiola. Il a été champion en mai 2017 à Munich,
Mais là encore, histoire folle de la carrière d'Ancelotti, il a perdu à Paris en Champions League contre le Paris Saint-Germain, qu'il avait quitté 3 ans auparavant, une défaite cinglante pour les Allemands à Paris 3-0, et s'est fait virer à cause de ça, suite effectivement à cette défaite. Donc c'est un parcours rocambolesque que celui de Carletto. Et on peut dire que dans ses valises, il y a tout, quoi. Il y a à la fois des mouchoirs pour pleurer, et puis il y a à la fois des titres, des breloques et des titres qu'il a ramassés partout. À Naples, dernier épisode, et pas des moindres, avant son séjour à Everton, où pour l'instant, au demeurant, il ne s'est rien passé encore. Mais à Naples, il a réussi à se fâcher avec les dirigeants parce que, encore une fois, il a une vision large du football, il a une grosse expérience, il a critiqué, par exemple, les travaux qui n'avançaient pas à sa guise de réfection du stade. Il a eu à gérer de façon absolument incroyable et insolite une grève des joueurs. C'est rare quand même au sein du football, qui s'était opposé à une sombre histoire de mise au vert imposée par les dirigeants. Et malgré une 3e place l'année précédente, il s'est fait virer. Alors qu'il venait de qualifier d'ailleurs Naples en Coupe d'Europe des clubs. Mais alors il a la poisse ou quoi? Et ça correspond bien à l'image d'Ancelotti, c'est-à-dire cette alternance incroyable entre les plus hauts titres qu'il pouvait rencontrer et en même temps des échecs totalement inattendus. Et alors, côté personnalité, il est comment, Carlo? Sa personnalité, on peut en parler parce que c'est sa marque de fabrique. Dimension humaine considérable. Un de ses joueurs du Paris Saint-Germain, Christophe Jallet, disait « Humainement, il est exceptionnel ». De la part d'un joueur, c'est un compliment qu'il faut savoir entendre. Humainement, il était exceptionnel. Donc, cette faculté qu'il a à accorder de l'autonomie, à accorder de la liberté aux joueurs, avec un certain pragmatisme, le fait aussi qu'on a dit qu'il n'était pas assez dur, il a dit « moi le fouet c'est pas mon truc, moi je sais pas faire ça, l'autoritarisme c'est pas mon truc », il a beaucoup critiqué un de ses collègues, Capello par exemple, beaucoup trop autoritaire, et il a vécu une relation aux joueurs toujours de très bonne qualité. Tous les joueurs le disent, et majoritairement, il a laissé des traces extrêmement positives. Il a été influencé par Arrigo Sacchi. Et il a acquis avec Arrigo Sacchi un savoir-faire technique, un savoir-faire tactique et une dimension humaine aussi très importante. Il a fait progresser les joueurs. Il adhérait complètement à cette philosophie de Sacchi dont on a parlé dans d'autres podcasts, où entraîner le joueur à penser à une solution avant d'avoir le ballon. Donc, il monte d'un cran le niveau de réflexion et comme on l'avait dit pour Sacchi, c'est l'intelligence dans le jeu. Et il est un des adeptes de cette dimension-là, c'est-à-dire une exigence forte que le joueur réfléchisse, que le football, c'est pas simplement exécuter, mais c'est aussi de la réflexion. Et donc, c'est quoi sa vision du jeu? Il considère que le foot, c'est quasiment un laboratoire permanent. Il faut de la cohésion, mais il faut aussi de la fantaisie, il faut de la créativité. En tant que personnalité, tous les gens qui l'ont côtoyé le disent, c'est une très grande ouverture d'esprit, très curieux. C'est un fan de cinéma, il a même participé lui-même à des films. Ah bon? On l'a vu présent dans un petit rôle, mais on l'a vu présent dans Don Camillo, par exemple. Et il se dit, d'ailleurs, fan de cinéma. C'est un personnage, c'est une vraie personnalité. Il dit aussi l'importance de l'équilibre émotionnel. Parce que il raconte que les soirs de match, les soirs de défaite, c'est très dur à vivre. Il dit qu'il a beaucoup pleuré dans sa carrière. Il a sûrement aussi beaucoup ri, mais il a beaucoup pleuré. Donc c'est quelqu'un qui existe et qui vit émotionnellement. On le passe aussi pour quelqu'un qui a une maîtrise de lui-même. Il apprend à ses joueurs la patience. Et cette patience-là, c'est un fils de paysan. Il a vécu dans une famille où il a appris la patience en voyant ses parents fabriquer du Parmigiano. Il faut du temps. Il faut du temps pour faire vivre les brebis, pour les chèvres, etc., pour fabriquer ça. Il faut du temps. La patience, il en a éprouvé aussi l'importance parce qu'à 22 ans, il a eu les 2 pires blessures d'un footballeur. Il s'est fait les croisés. 2 années de suite, les 2 genoux. Et il a attendu pendant cette période, de revenir au premier plan. Et il a réussi à revenir, puisqu'il a été capitaine et glorieux vainqueur avec l'AC Milan quand il était joueur. Donc la patience, il sait ce que c'est. On le dit pas assez dur, mais il est très humain. Et cette dimension-là, effectivement, fait qu'il voit les égos des joueurs différemment. Il a un regard très particulier. Par exemple, on l'a entendu développer des choses qui étonnent dans le football en disant que Zlatan Ibrahimovic, pour lui, est un grand altruiste. Il l'a perçu comme ça, il l'a eu comme joueur au Paris Saint-Germain, il dit c'est un altruiste, alors que tout le monde considère que c'est le pire des égoïstes qui existent. Un joueur comme Cristiano Ronaldo, qui est individualiste, qui marque des buts, en veux-tu, en voilà, etc., il a dit mais il est collectif comme c'est pas possible, Ronaldo.
Donc là, on s'interroge en se disant comment lui voit des égos comme ça différemment que tout le monde les voit. Parce que je crois qu'il dépasse justement les réputations, il dépasse les apparences et il regarde un petit peu derrière ce qui se passe. Donc dépasser les apparences. Il fait partie de ces gens qui considèrent que l'ombre du zèbre n'est pas rayée. Aller au-delà des apparences. C'est très important pour Ancelotti. Et c'est très beau ce que tu nous dis, Lionel. Donc, pour résumer, dans son équipe, les fortes têtes, les gros égos et tous ceux qui arrivent précédés d'une bonne grosse réputation, lui, ça les ferait pas. Il aime dire la vérité aux joueurs. Et il raconte que c'est avec tristesse qu'il annonce à un joueur qui sera sur le banc. Il a compris une chose de son passé de joueur. Il a compris que l'orgueil d'un joueur, c'est jouer. La chose la plus dure, c'est se retrouver sur le banc, quelle qu'en soit la raison. Et ça, cet orgueil-là, il connaît et il cherche à le préserver. Donc, patience, dimension humaine chez le personnage, grosse capacité à s'adapter. Il vient en général, et les présidents apprécient beaucoup cela, il vient souvent sans staff. Aujourd'hui, la tendance est de venir avec un staff. À Chelsea, il est venu uniquement avec un psychologue, ce qui donne d'ailleurs la mesure du personnage. La psychologie, l'humain, c'est fondamental pour lui. Tout à fait fondamental pour lui. Alors désolé, mais j'insiste, parce que qu'est-ce qui explique tous ces départs ? Il a l'air très sympa, et en même temps, les dirigeants le remercient presque sans état d'âme. Eh bien, en général, c'est toujours ce court-termisme des dirigeants qui réagissent dans l'instant à des défaites. Par exemple, le Bayern n'a pas supporté de perdre 3-0 au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Donc ça se passait pas bien, les résultats n'étaient pas là, il est tombé. Bon, les joueurs, eux, ils sont pas sûrement dans une bonne période quand il y a des mauvais résultats comme ça. Mais ils n'en voulaient pas forcément leur entraîneur. Bon, à Naples, il est parti, c'est une histoire scabreuse avec les dirigeants. Il y a eu une rébellion des joueurs contre la gouvernance, etc. Il est parti, il s'est fait virer. Par exemple, pour les dirigeants du Paris Saint-Germain, de façon presque avec un euphémisme d'ailleurs, il les a trouvés trop impatients, trop centrés sur les résultats. Parce que lui, il fait partie de ces gens qui sait qu'on ne claque pas du doigt pour être champion d'Europe. Il faut du temps. Et il a été démissionnaire à Paris. Il en avait marre des engueulades. Alors, il y a une mauvaise langue, on dit qu'il avait déjà des attaches avec Madrid pour aller au Real Madrid. Il a bien fait, puisqu'il a remporté la décima à Madrid. Mais c'est pas forcément vrai. Il vivait mal quelques défaites en championnat. Le Paris Saint-Germain n'en a pas beaucoup dans une saison, puisqu'il est de façon dominatrice sur le championnat français. Mais à chaque fois qu'il y a une petite défaite, ça fait un scandale, quoi. Et ça, il supporte pas. Comme à chaque podcast, vous le savez, on revient sur un match emblématique. Aujourd'hui, Lionel, en ce qui concerne Ancelotti, tu penses à quelle période et à quel club ? Parler d'un match concernant Carlo Ancelotti, on a le choix. On a le choix entre des grandes défaites et des grandes victoires. Et alors certainement plus de grandes victoires que de défaites, parce que sinon il ne serait pas ce qu'il est. Mais quand même, il y a des défaites sérieuses. Et il y en a une. Et je l'ai choisie celle-là parce que c'est une de celles dont il dit... Elle est révélatrice de l'imprévisibilité du football parce qu'elle est inexplicable. Bon, on peut penser qu'avec l'expérience qu'il a, la capacité d'analyse qu'il a, la préparation que ce match avait nécessité, et qu'un entraîneur comme lui se dise à la fin « la défaite est inexplicable », c'est-à-dire « je ne peux pas l'expliquer », ça laisse des traces quand même. Et cette défaite inexplicable, c'est justement la finale de la Champions League en 2005 à Istanbul. C'était la 50e finale de Coupe d'Europe, donc il y avait un côté un petit peu plus symbolique encore cette année-là, contre Liverpool. Et oui, Liverpool qui est alors coaché par l'Espagnol Rafael Benitez de 2004 à 2010. Ce match démarre et au bout d'une minute, les Italiens ouvrent le score. 1-0, première minute de jeu, Maldini marque un but. Juste avant la mi-temps, c'est ce qu'on appelle le coup de bambou en général, par Crespo, les Italiens ajoutent 2 buts. Ce qui fait que l'équipe d'Ancelotti rentre à la mi-temps sur le score de 3-0. On peut dire à partir de là, et tous les parieurs le savent, qu'on ne donnait quasiment aucune chance évidemment à Liverpool de renverser la tendance. Il mène 3-0 à la mi-temps en produisant un très beau jeu. Liverpool n'était pas dedans. Ça fait partie de ces jours dans lesquels on se demande ce qu'on fait là. Donc ça ne marchait pas. Et retour sur le terrain. Retour sur le terrain. Et là, l'inattendu, l'invraisemblable se produit. En 10 minutes, 3-3. Liverpool renverse le score. 2 buts en 2 minutes. Un penalty de Steven Gerrard.
Et à la 59e minute, ils sont à 3-3. Ah oui, ça commence fort, mais c'est pas fini. 3-0 à la mi-temps, au bout d'une heure de jeu, 3-3. On est dans une situation là qui fait cette imprévisibilité du football, sa fascination pour le public, pour les spectateurs, mais aussi son grand doute pour les entraîneurs et ce côté inexplicable pour les entraîneurs. Et la suite est à l'avenant, puisque les Italiens ont encore des occasions à 3-3, entre la dernière demi-heure de jeu et les prolongations, ils ont encore des occasions de marquer. Ils ne réussissent pas à marquer, donc le match va à la prolongation. Pendant la prolongation, il y a à nouveau des occasions. Ils ont raté des buts tout faits parfois. Et finalement, ça se joue au tir au but. Une finale de Champions League au tir au but. Incroyable. Et là, dans les tirs au but, c'était le jour. Évidemment, il se produit des choses inimaginables. Son premier tireur, à Ancelotti, rate son but. Serginho, le Brésilien Serginho, il rate son but. Donc, dès le premier pénalty, à nouveau là, psychologiquement, ils prennent un coup sérieux sur la tête. Et ensuite, en face, il y a Dudek, un gardien un peu fantasque à Liverpool, qui fait des gestes invraisemblables dans les buts, qui gigote sur sa ligne, ce qui serait peut-être pas trop autorisé avec les nouvelles règles aujourd'hui, et qui perturbe les tireurs italiens. Et à l'arrivée, pour un pénalty, 3-2, c'est Liverpool qui est champion. C'est Steven Gerrard, c'est Benitez qui lève la coupe. C'est une défaite terrible pour le camp d'Ancelotti, totalement inattendue, et surtout avec la production du jeu qui avait été faite en première mi-temps. Ça fait partie de l'inexplicable et ça fait partie de ces difficultés incroyables rencontrées par des clubs lorsque ça tourne mal, lorsque le football prend cette dimension absolument inexplicable et imprévisible. Ça devait être la folie dans ce stade. Alors l'ambiance dans le stade c'était à Istanbul, 70 000 personnes, 40 000 supporters des Reds, 15 000 supporters italiens, les rossoneri. L'avantage était aux Reds. Dans le vestiaire d'ailleurs, il y aura Gérard Rouillet, puisqu'il venait de quitter Liverpool l'année d'après son accident de santé. Et il avait été invité par Liverpool, c'était son équipe qui était là. Avec son capitaine à Gérard, c'était Steven Gerrard. Et ils lui ont rendu un hommage extraordinaire dans le vestiaire. C'était Benitez qui avait pris sa succession. Et tout dans cette finale était invraisemblable. Absolument tout. Inattendu et invraisemblable. On a parlé du miracle d'Istanbul. Eh bien, merci à toi de nous le faire aussi bien revivre. Alors, pour conclure, Lionel, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de la carrière de Carlo Ancelotti ? Son côté débonnaire, son caractère très apprécié, finalement, sa dimension humaine. Chez Carlo Ancelotti, il y a une dimension humaine. Elle est tellement humaine, d'ailleurs, qu'elle est même familiale, puisque, par exemple, aujourd'hui, il travaille avec son fils. Il a son fils qui est adjoint avec lui, qui a passé un doctorat à l'université, d'ailleurs, dans le domaine du sport. Il l'a emmené au Bayern, où ça ne s'est pas très bien passé. Et puis là, aujourd'hui, il est avec lui à Everton. Et aujourd'hui, il est officiellement adjoint. Et Ancelotti dit adorer travailler avec son fils, avoir un staff très jeune. Il a un staff très très jeune, c'est-à-dire dans la trentaine en fait, ce qui est assez rare. Hein. Et cette dimension humaine, la voilà, elle est présente à travers des relations qu'on peut dire quasiment familiales. Et on peut penser qu'il a une relation très forte avec tous ces jeunes du staff qu'il a constitué là-bas à Everton. Eh bien, merci beaucoup pour ce portrait hors des sentiers battus et, une fois de plus, passionnant. Quant à vous, chers auditeurs, on vous dit à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, eh bien, on change et on va en Allemagne. D'ici là, portez-vous bien. Ça vous a plu ? Alors abonnez-vous pour ne rater aucun portrait de ces entraîneurs mythiques qui ont façonné le football. À bientôt !